Écoute cette incroyable histoire au sujet des politiques ailleurs. On les trouve à foison dans ce monde, mais surtout chez moi en Afrique. La guerre c'est leur religion qu'ils pratiquent, pas de coup de feu. L'odio tout-puissant c'est seulement le pouvoir. On peut tout pourvu qu'on l'obtienne. Pour cela ils ont des pactes diaboliques avec leur seigneur de Babylone, qui leur donne des armes meurtrières pour s'aimer la désolation chez moi au Congo. Pour la course au pouvoir, tous les moyens sont utilisés. On peut tuer, on peut assassiner, on peut corrompre, on peut diaboliser. On recrute même des enfants dans l'armée pour asseoir des pouvoirs sanguinaires, sataniques, sadiques. Regardez le Congo dans le sang, partout des pleurs, des grincements des dents. On assassine des millions d'innocents et nos mamans sont violées à l'appel. Rien n'est plus résistant à la folie de tous ces méchants sadiques. Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission Écho de la diaspora sud. Moi, je suis très ravie encore une fois d'être là devant vous dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, nous avons quitté Gauteng. Nous sommes à 280 km de la capitale sud-africaine. Nous sommes ici à Mafikeng pour rencontrer un homme, un intellectuel, une valeur congolaise avec qui nous allons échanger tout au long de cette émission. La CPD, Kozala Liboso Nabino, dans 4 émissions Oyo, vous allez brancher, vous ne serez pas déçus. Avec mon invité, tu vas échanger sur un certain nombre de choses. Tu vas bêta ma solo par rapport à Yamusala Naye, il y a carrière, il y a Misala Oyazali Sala. Dans cette émission, on ne reçoit pas quelqu'un qui n'a rien à donner au fait. Ceux qui ont Lelo, ils parce qu'il y a des œuvres Oyo. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous appeler, de nous contacter pour vos suggestions. Le docteur Jody Bouilou, qui est le président de l'association de médecins congolais en Afrique du Sud, à qui j'ai dit bienvenue dans le cadre de notre émission. Merci Maman Christelle. Comment vous allez, la santé? Je me porte très bien, par la grâce de Dieu, ça va très vite. Voilà. Alors, on va aborder plusieurs sujets, notamment quelques sujets avec l'actualité du pays. Torobeta Masolo, il y a République démocratique du Congo, RDC, RDC Mbokeleng, il y a tout un tas de slogans qui accompagnent le nom de la RDC, République démocratique du Congo. Mbokanabiso, pays d'ambiance, du rythme au quotidien, il manque jamais des blagues, de choses qui peuvent faire rire, mais aussi victimes de massacres, des tueries à l'Est au quotidien, des viols de femmes. Voilà. Docteur Jody, étant que compatriote congolais, c'est vrai, aux yeux évolué dans l'Afrique du Sud, mais Makanisi, lecture Nino par rapport il y a régime Félix Antoine Tshisekedi. Merci Maman Christelle. Le régime du président Félix Tshisekedi est arrivé dans des conditions que nous connaissons. Et c'est important de revenir sur ces conditions pour tenter de faire l'analyse ou apprécier le bilan à mi-parcours de ce régime. Nous sommes sortis d'une situation politique qui était précaire en 2018. Vous vous rappelez, entre 2016 et 2018, le pays était dans l'incertitude de l'alternance politique. Nous étions dans l'incertitude du respect du cycle électoral.
Et ce régime-là est sorti justement comme la victoire du peuple congolais sur la régularité du cycle électoral. Ce n'était pas une victoire apparente, vu les années qui ont succédé effectivement 2 ans après. Ce n'est pas une victoire apparente. Non. Parce qu'on a beau se réjouir, les gens se sont réjouis, bah, c'est Pelaki, hein, ok, tu changer régime, tu continues à électoral. Parce que, comme j'ai dit dans nos vœux, le vœu est que la RDC devienne réellement Eloko Makassi, un pays fort, développé, qui n'a plus des rébellions à l'Est ou des femmes violées chaque jour ou des tueries à l'Est. Ça, c'est notre vœu. Mais ces vœux ne peuvent se réaliser que si nous travaillons vers cet objectif. Vous ne voyez pas, vous allez poursuivre dans votre vision, mais vous ne voyez pas que, c'est vrai, Alternance et Salémie, les gens étaient contents. C'est la victoire du peuple congolais de manière assez générale, mais bah, opportuniste, une certaine vue, bah, opportuniste, bah, s'accaparer la victoire Rwanda pour se servir. Que pensez-vous de cette opinion? Il y a ça, et donc pour continuer dans la même lancée et introduire cet élément de votre question, donc le contexte, nous le connaissons. C'était le contexte de 2016 où le président en place n'était pas clair sur ses intentions. Le peuple s'est mobilisé, le peuple a poussé le pouvoir en place avec l'aide évidemment de tous ceux qui nous ont aidés à organiser les élections. En 2018, le 31 décembre, nous avons pu avoir les élections. Le 24 janvier 2019, il y a eu alternance au sommet du pays. Maintenant, ce qui s'est passé entre le 24 janvier 2019 et aujourd'hui, donc le 18 avril 2021, ça va faire plus de 2 ans et on dirait même 3 mois que le nouveau président est en fonction. C'est ici qu'il faut rappeler que le président qui est en fonction est le seul responsable de ce qui arrive, de son bilan. Maintenant, si vous voulez, ma position sur son bilan et ma position sur les opportunités. Vous allez les dire tout à l'heure. Oui. Il est le seul responsable, mais il a fait l'union sacrée. Moi, je pense qu'il y a d'autres têtes qui vont porter aussi la responsabilité à la fin du bilan. Madame, l'union sacrée, je crois que c'est, si je suis la logique... Ah, s'il faut parler du bilan de 2 ans avant l'union sacrée. Exactement. Donc l'union sacrée, nous pouvons aborder cette question après. Mais parlons d'abord de ce qui s'est passé jusque-là. Jusque-là, moi, je dirais que le président Félix a accompli quelque chose de très grand. Comme quoi? C'est débarrasser de l'influence Kabila. Vous pensez qu'il n'y a plus l'ombre de Kabila en RDC aujourd'hui? Madame, je ne pense pas, c'est une réalité. Maintenant, l'influence Kabila peut encore être dans certains cerveaux de par leur manière de faire. Mais Kabila, nous savons que sur le plan des alliances, n'est plus dans l'alliance, parce que vous parlez justement d'une nouvelle ère union sacrée. Donc moi, je jetterai un coup de chapeau au président Félix pour nous avoir débarrassé de l'influence Kabila sur le plan des accords. Le président de la République s'est débarrassé de la personne de Kabila ou du système kabiliste. Il a déboulonné, disons ça clairement, il a déboulonné le système Kabila. Maintenant, comme je le disais, la responsabilité de tout ce qui va suivre, même de tout ce qui s'est passé jusque-là, ce n'est pas une responsabilité partagée, madame. Je suis toujours d'avis que celui qui dirige un pays, surtout quand c'est un président de la République, il est le seul responsable. Et cette responsabilité ne peut pas être partagée. Mais le pouvoir en place est accusé d'avoir acheté la semi-majorité à Rosomba. Et vous estimez, par cette manière de faire, c'est déboulonner les systèmes kabilistes? Vous savez, vous ne pouvez pas utiliser l'échelle mathématique ou rationnelle pour juger du politique. Les résultats politiques, on ne les juge pas avec une rationalité. Il y a une réalité aujourd'hui, il y a une majorité qu'on appelle l'union sacrée, n'est-ce pas, pour la nation. Cette majorité est le résultat d'une volonté de se débarrasser de l'ancienne alliance FCC-CACH. Il faut juger ça comme tel. Donc sur le plan de la réalité,
ce n'est pas qu'il a... Tout ce qui s'est fait politiquement ne peut pas être jugé. Le politique se juge sur les résultats et non pas sur comment ils arrivent aux résultats. Évidemment, vous me direz qu'il y a toujours l'aspect des valeurs, l'aspect de la morale politique. Ça, il faut respecter parce que si les méthodes de tuerie, de coercion, de corruption sont utilisées, je n'ai pas des preuves pour évoquer l'un ou l'autre, mais si ça a été utilisé, je condamnerai bien sûr ce processus. Ndeko docteur Jody Bouilou, pour yo 2 ans, il y a Félix Tshisekedi jusque-là, sans qu'autant la union sacrée, ils allaient réussite totale. Pas réussite totale. Sur le plan politique, je dirais que le président Félix a réussi. Sur le plan économique et social, il a échoué. Lamentablement. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et vous savez, sur le plan politique, comme je vous ai dit, vous utilisez l'analyse politique pour voir s'il est arrivé à un certain nombre de résultats. Évidemment, il y a beaucoup d'avancées politiques. Nous avons vu comment est-ce qu'il a remis l'ANR, par exemple, dans ses fonctions de renseignement. Nous avons vu comment est-ce que... Mais il n'y a pas très longtemps, il y a un présentateur qui a été interpellé à cause de son point de vue au niveau de la télé. Mais être interpellé par l'ANR n'est pas du tout... Mais c'est une façon de réduire la liberté d'expression. Vous savez, quand quelqu'un part déjà dans le bureau de l'ANR pour être interrogé... Non, tu sais, avec le président Félix, il faut humaniser l'ANR. L'ANR... donc l'ANR est devenu beaucoup plus humanitaire, si on peut le dire comme ça. Pas seulement ça. Moi, je crois que tous les Congolais doivent travailler avec l'ANR. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous devons tous donner des informations cruciales à notre agence des renseignements. Parce que ceux qui dirigent le pays, le journaliste qui était interpellé avait certainement des informations, par exemple sur le paiement des militaires. Et je crois que l'ANR voulait comprendre un peu en détail ce que c'est ces informations. Si maintenant, parce que nous attendons toujours qu'il revienne dans les médias pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'il a été intimidé, s'il a été frappé ou torturé, bien sûr, nous les verrons, comme on l'avait fait à l'époque, en 2016 et partout, pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'ANR. Mais au demeurant, l'ANR, c'est une institution nationale chargée des renseignements qui doit participer, entre autres, au bien-être de tous les pays. Et tous les Congolais doivent travailler avec l'ANR. Ce n'est pas une agence en opposition avec le peuple. Et je crois que ça, c'est même un message que je lancerai aux autorités de l'ANR, au président de la République, pour que l'ANR devienne une agence réellement nationale. Et tous les Congolais doivent se sentir donc, ANR et un bureau mroboé, sans en information, absolument. Ok, au Betty Porte ANR, ok, Kotika. Moi, je pense que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague parce que les bonnes nations... Parce que à la fin, on va te demander aux yeux informations et WAPI, et quand on va faire la suite et autres, aux autres risques de se retrouver, mais non, cette fois-là, na cachot peut-être. Mais pourquoi vous vous retrouvez en cachot si nous sommes dans un état de droit où la justice, initier un processus de justice est clair dans notre constitution et dans nos lois? Dans les textes, mais dans la faisabilité, pratiquement parlant, est-ce que état de droit est un autozobique? Moi je connais, il y a des dossiers, en tout cas qui n'ont rien à voir avec l'état des droits, qui n'ont rien à voir avec démocratie. Bazo, victime. État de droit, on le dit, mais est-ce qu'on les vit? Il y a toujours, comme je disais au début, cet écart entre ce qu'on veut avoir et ce qu'on vit. Et les choses ne sont pas encore comme on le voudrait, mais les choses sont dans une certaine direction. Et je dirais que s'il y a cet écart, si cet écart persiste, une fois de plus, c'est la seule responsabilité du chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de rentrer dans votre sous-question des opportunistes. Oui. Évidemment, le chef de l'État, on le sait, il a ses intentions, il fait ce qu'il est en train de faire. Mais autour de lui, il y a effectivement des opportunistes qui, ici et là, ne marchent pas selon ce que l'on voudrait les voir faire. Ils abusent de leur position, ils vont à l'encontre des textes, ils détournent, ils sont dans la corruption, ils sont dans les rétrocommissions, ils sont dans tout ce qui est négatif, dans les antivaleurs. Le problème n'est pas le chef de l'État, mais plutôt son entourage.
Non, 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 non. Dans l'entourage du chef de l'État, ils ne sont pas tous des moutons galeux. Mais pour ceux qui se dégagent ou se détournent de la bonne ligne, je crois que c'est une fois de plus de la responsabilité du chef de l'État de les recadrer. S'il ne le fait pas, c'est pour ça que je parle d'un bilan mitigé au niveau social et économique. Et je ne lui donne pas les 100% au niveau politique, parce que la justice et tout ce qu'on a, c'est au fait du politique. Sur le plan social et économique, moi je crois que c'est un chaos que nous sommes en train de vivre, et je vais vous le démontrer. Sur le plan social et économique, vous savez que le slogan de l'actuel président, c'est le peuple d'abord. J'ai pris, moi, le temps, dans un groupe de réflexion que nous avons sur le Congo, qui s'appelle le réseau Elikia, c'est une ASBL, nous réfléchissons sur le Congo. Dans ce groupe, nous avons pris le temps d'analyser la loi des finances. Vous savez que le président actuel a déjà signé 2 lois des finances. Et nous avons analysé les 2 lois des finances signées par le président Félix Tshisekedi, et nous avons comparé ces 2 lois des finances à quelques lois qui ont existé jusque-là. Pour la petite histoire, entre un slogan de propagande et ce que le président fait effectivement sur le terrain, une manière rationnelle cette fois-ci, de juger un président sur la sphère sociale et économique, c'est de regarder ses intentions dans la loi des finances. Parce que c'est une loi qui vous dit le pays aura autant d'argent et cet argent nous allons allouer à tel effet. C'était pour nous choquant de constater que dans les 2 lois de finances signées des mains du président Félix Tshisekedi, il n'y avait rien du peuple d'abord. Parce que c'est une loi qui vous dit le pays aura autant d'argent et cet argent nous allons allouer à tel effet. C'était pour nous choquant de constater que dans les 2 lois de finances signées des mains du président Félix Tshisekedi, il n'y avait rien du peuple d'abord. Madame Christelle, je voulais ajouter ceci. Vous savez, dans ce cadre de la transformation de la culture administrative, nous devons au fait commencer à voir beaucoup de fonctionnaires et des cadres virés de leur poste. Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Au pic de l'administration Matata Mponyo, le pays pouvait recouvrer jusqu'à 6,6 milliards de dollars sur le fonds propre, Aujourd'hui, au moment où nous parlons, avec les 2 lois financières que le président a signées, nous n'avons pu recouvrer que 3,6 milliards. C'est déjà grave. On dirait que ceux qui travaillent dans la hiérarchie et l'administration actuelle sont plus concernés à se servir de... Ils ont même oublié d'aller faire le recouvrement des fonds. C'est pour ça que je dis que la transformation de la culture administrative doit être la priorité du Premier ministre Sama. Et ça, peut-être que ça va transformer les choses. Donc, c'est effectivement très grave. Je vais même aller plus loin. Les 2 lois financières que le président a signées. À l'époque des Matata, si vous regardez par exemple la loi financière 2014-2016, si vous regardez ces 2 lois, nous recevions de l'étranger 1,2 à 1,5 milliard de dollars de prêts. Généralement, ça venait des Chinois à l'époque. Nous sommes en train de recevoir actuellement presque le même montant de la FMI. Vous savez quoi, madame? Sous le gouvernement Matata, le 1,5 milliard de dollars que nous recevions était directement alloué à la reconstruction et aux infrastructures. Chose étonnante, les 2 lois financières que le président a signées, nous recevons presque le même montant. L'infrastructure et la reconstruction ne reçoivent que moins de 150 millions de dollars. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'actuelle administration. Je crois que cette thématique mérite même une émission. Effectivement, si nous ne changeons pas cette manière d'allouer l'argent dans l'intention de ce qu'on appelle la loi financière, évidemment, nous n'irons nulle part. Je crois que nous allons juger le Premier ministre Sama Lukonde si, après son premier discours d'investiture, il va à l'Assemblée pour dire révision de la loi financière 2021. Alors nous commencerons à dire
que le Premier ministre est en train, n'est-ce pas, de faire de la transformation administrative, parce que ça, ce seront des intentions coulées sur loi. Donc, le peuple d'abord, un simple slogan. C'est un slogan qui n'est pas dans la loi des finances. Les deux lois qu'il a Félix signées. Tshisekedi, 2 ans comme bilan. Sur le plan politique, il y a des avancées, selon ce que pense le docteur Jordi Mbouilou. Mais sur le plan social, économique, il y a une misère criante. Rien ne va. Le bilan est totalement négatif. Tozo continuer, tozo koba na cadre ya émission Nabino, nazali ko rappeler, ils ont émission bilingue. Alors, tout ça la moins effort, tout ça la bilingue pour que tout permettre l'Andinabiso Bazala vraiment à l'aise au Bomessan. Parlons de l'actualité politique aujourd'hui, toujours poursuivre petit à petit. Nouveau gouvernement, 80% de nouvelles têtes. Votre lecture? Le nouveau gouvernement, vous savez, ce gouvernement a une responsabilité devant la nation. Je crois même que ce gouvernement a une très grande responsabilité devant la nation et aussi un grand mandat parce que le gouvernement représente au fait les bras du président. Aujourd'hui, le président n'a plus d'excuses de dire qu'il y avait quelqu'un qui le bloquait parce que on a vu dans la composition du gouvernement, par exemple, que les finances, la défense et la justice, ce sont des personnes qui, s'ils ne sont pas de l'UDPS, ils sont directement ceux qui reflètent donc la volonté du chef de l'État. Donc, d'un côté, pendant 2 ans, la théorie que j'étais bloqué pour nous, dans notre équipe de réflexion, ça ne marche même pas. Parce qu'un président ne peut pas être... C'est un faux fouillant. Un président ne peut pas dire qu'il est bloqué. Je peux vous le démontrer si vous voulez. 70 000 militaires au Congo, 170 000 autres personnes des polices et des services de sécurité. Une fois de plus, ce sont des personnes spécialisées dans la sécurité qui sont sous votre responsabilité. Le président de la République a plus de 15 000 personnes spécialisées dans les infrastructures. Et j'en passe, dans l'éducation, il y a 400 000 enseignants spécialistes de l'éducation. Il y a plus de 140 000 personnels de santé en RDC. Toutes ces personnes sont sous la charge du président de la République. C'est une fois de plus de sa responsabilité et de ceux qui l'aident à assumer ses responsabilités, son cabinet, à prendre cette force, ce potentiel et le transformer en un miracle. C'est pour ça que j'ai dit en une année, le temps on peut ne faire. peut être en aucun cas un prétexte. Ce n'est pas une excuse. Une année, c'est suffisant pour savoir que le président est en train de faire ce qu'on appelle en français un paradigme shift, un changement de paradigme. Bon, dans l'histoire, on a vu quand même Mouzé, avant qu'il décède, en tout cas en l'espace de 2 ans et demi, il y a eu quand même des indices de sa présence à la tête du pays. C'est un bel exemple qu'on peut reprendre dans ce contexte-là. Donc le président n'a pas d'excuses, mais il doit arrêter, lui, son cabinet et tous ceux qui collaborent avec lui doivent arrêter de faire exactement la même chose de ce qu'on a fait jusque-là. Parce que s'ils font la même chose, quand je dis la même chose, je vais être plus précis. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la culture administrative. Quand vous arrivez dans une administration comme l'administration publique congolaise, qui recense 1 100 000 ou 1 400 000 personnes, il y a une culture administrative. Si le président ne communique pas suffisamment sur la nouvelle vision de la culture administrative, rien ne va changer. Docteur Jordi Mbouilou, la responsabilité incombe au président de la République, Félix Tshisekedi, à lui seul de savoir comment agir de manière utile pour le relèvement du Congo, pour impacter de manière assez positive avant fin Yamandanae. Alors, Tozo Koba, Tozo poursuivre. Avant de aborder question, il y a médecin, association, il y a médecin congolais. On va y arriver. UDPS, parlementaire debout, la télémie, ils ont réclamé
leurs droits, entre guillemets, il faut que bah, se positionner quelque part. En dehors d'eux, il y a aussi des députés mécontents qui estimaient qu'ils ont droit il y a qu'à se retrouver dans le gouvernement au Eutiko Bima. Une des raisons, il y a blocage, il y a investiture. Donc on s'attendre à quelque chose n'engenini pendant que ça se voit clairement qu'il s'agit du partage du gâteau. Vous savez, madame, quand on dirige, évidemment, le président est entouré d'un certain nombre de collaborateurs qui sont généralement intelligents, éduqués, compétents, ils ont de l'expérience. Lorsque le président dit, par exemple, « Je vais m'installer à l'Est », je le cote. Il a dit ça quelque part dans un de ses discours. « Je reviendrai m'installer à l'Est parce que la sécurité, c'est notre priorité numéro 1. » Vous savez, normalement, après le discours d'un président qui a force de loi, tous ceux qui sont en dessous du président doivent chacun faire ce qu'on appelle un devoir à domicile. Rentrer chez soi dans son bureau, s'asseoir et dire « Le président a dit je vais m'installer à l'Est. Moi, en tant que ministre de la Défense, je viens de signer la décision. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. 20% des forces de sécurité partout dans la République vont être transférées à l'Est. Madame, si nous prenons la garnison, la 6e région militaire du côté Katanga, nous prenons la première région militaire, nous prenons dans toutes ces régions militaires les militaires qui sont éparpillés dans ces régions. Le ministre de la Défense dit 20% dans toutes les garnisons, le chef de l'État va s'installer à l'Est. Vous allez tous, pendant les 3 ou les 6 prochains mois, vous réinstaller dans la 8e région militaire, qui est la région de Ituri et tout ça. Ça, c'est déjà une manière pour ceux qui sont en dessous du chef de l'État de l'aider à accomplir sa mission. Parce que, vous savez, de manière métaphorique, quand il dit « je vais m'installer à l'Est », ce n'est pas lui, il parle de son administration, qui est composée du million et des 400 000 personnes. Et donc, on doit sentir que tout le monde, maintenant, dans cette administration... est focalisé vers l'Est de la République. Celui qui s'occupe de l'infrastructure doit dire « nous devons aller construire des casernes pour les militaires qui se délocalisent à l'Est ». Celui qui s'occupe de l'adduction en eau doit dire il y a une population congolaise spécialisée dans la sécurité, spécialisée dans le bien-être des populations qui va à l'Est. Parce que le président, c'est tout ce que nous ne voyons pas. Donc, le président dit une parole, le président lui-même, je ne sais pas s'il fait suivi de ses paroles, mais en tout cas, au minimum, son entourage, ses ministres, son gouvernement, nous ne voyons pas cette collaboration. C'est devenu pratiquement comme de l'humour. Les gens se disent il faut quand même qu'il y ait une commission de suivi de promesses du chef de l'État. Il n'y a pas de commission, madame. Il promet encore et encore sans réaliser. Justement, et finalement, ça devient de... C'est pour ça que je parle de la transformation de la culture administrative. Il faut transformer la culture administrative en RDC et peut-être ça c'est une priorité des priorités. Sans cette transformation de la culture administrative, le gouvernement Sama Lukonde va échouer. Ça, je crois que c'est même l'élément central de cette interview. Si vous vous êtes déplacé jusqu'ici, merci beaucoup. Transmettez ce message à ceux qui sont en train d'entrer maintenant. S'ils ne transforment pas la culture administrative de la RDC, ils vont échouer. Qui doit transformer? Madame, vous savez, lorsqu'on vous nomme responsable, toutes les personnes subalternes à vous doivent suivre vos directives. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre. En dessous du Premier ministre, il y a des ministres. En dessous des ministres, nous avons des secrétaires généraux et nous avons des fonctionnaires de la fonction publique. Nous avons des fonctionnaires qu'on appelle des fonctionnaires spécialisés dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, des finances. Ces fonctionnaires doivent répondre maintenant à la vision du Premier ministre. C'est pour ça que je dis la transformation de la culture administrative passe par un seul élément clé. C'est la communication. Il faut communiquer ses pensées à ses subalternes, donner des instructions claires, mettre en place des mécanismes qu'on appelle de feedback ou d'évaluation des performances et surtout très important, sanctionner. Le Premier ministre qui trouve un
le ministre de la Défense, parce que c'est ça la priorité, qui trouve un commandant des opérations qui n'a pas fait exactement son travail comme il le ferait, il faut le sanctionner. Comment vous pouvez garder le même commandant des opérations dans la même zone d'opération pendant une année alors que les tueries se font exactement sous son nez? C'est inadmissible. La population à Butembo s'est levée pour chasser la MONUSCO. Votre lecture? Madame, la MONUSCO est au pays, je crois que ça va faire maintenant plus de 18 ans. Voici encore une des preuves de l'incapacité de ceux qui ont dirigé le pays au niveau de la présidence, au niveau de la primature, leur incapacité à planifier l'amélioration de la sécurité du pays. Voilà une preuve éloquente. 18 ans, on a été incapable de planifier le départ de la MONUSCO, de planifier l'amélioration de l'armée. Et bon, la population, évidemment, a compris, elle a compris qu'elle doit se prendre en charge et chasser ceux qui observent de manière passive les tueries. Maintenant, moi, j'irai même plus loin pour provoquer le débat. Moi, je crois qu'on doit remettre, vous savez, après la libération, la fameuse libération AFDL, les envahisseurs qui se sont révélés juste après nous ont désarmés. Vous savez que nous avions des calibres 12 et 30 dans nos maisons. C'était très difficile d'entrer dans un village et de massacrer les gens. Parce qu'avant de massacrer les gens, ils se défendraient. Mais vous savez que l'une des décisions dont on ne parle souvent pas, c'est que ceux qui nous ont envahis par la suite nous ont d'abord désarmés et puis ils ont envoyé des personnes pour commencer à nous couper à la machette. Madame, s'il y a une décision que le Premier ministre, le ministre de la Défense et même l'Assemblée nationale actuelle doit prendre, c'est réarmer les populations congolaises. Avec évidemment pas des armes de guerre, mais des armes de défense, les calibres 12 et les calibres 30. Donnez ça à la population, vous verrez que les massacres vont finir. Un mot à la population de l'Est, avant d'aborder l'aspect de l'association de médecins. Un mot à la population de l'Est. Il y a aussi une question qui m'est venue. Je vais signaler également, vous êtes premier secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC. L'UNC, 5 postes, l'UDPS, 10. Ça vous a un peu dérangé? À l'UNC, nous avons un mémorandum qui est encore en vigueur où nous ne pouvons plus engager le parti depuis juillet 2019. Donc je respecterai ce mémorandum. Je suis, comme vous l'avez dit, responsable adjoint de l'Interfédération Afrique du Sud de l'UNC. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel, qui n'engage évidemment pas l'Interfédération de l'UNC ici ou même au pays, je dirais que nous ne sommes pas dérangés. Vous savez, l'UNC n'est plus pour les prochains 10 ans. En tout cas, si nous respectons les textes, pour les prochains 10 ans, l'UNC est dans ce qu'on appelle la coalition CACH, Cap pour le changement. Et dans cette coalition, lorsque l'on négocie les postes ou tout ce qu'il faut négocier dans le cadre de l'exercice du pouvoir, c'est CACH qui a reçu les 15 ministères. Et c'est CACH qui, à l'intérieur de sa cuisine interne, a dit l'UNC va avoir 5, l'UDPS va avoir 10. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Je crois que CACH se porte bien. Mais c'est ici l'occasion pour moi de renouveler ma solidarité, ma sympathie à notre président qui est en prison. C'est aussi ici pour moi l'occasion d'encourager ceux de nos mandataires qui vont prendre des responsabilités pour qu'ils puissent suivre d'abord l'éthique politique et surtout de mettre en œuvre leur connaissance, leur dévouement pour relever les défis et surtout de faire les choses différemment, de commencer par changer l'administration publique au sein de leur ministère. Cette culture administrative, on doit vraiment la changer. L'absence du président Kamere ne change en rien l'âme du parti? Pas du tout. L'UNC, c'est vrai, le président Kamere est parmi les fondateurs du parti. Le président Kamere a porté la vision de l'UNC et continue à la porter jusque-là. Mais l'UNC, c'est toute une machine politique qui est composée pas seulement du président, mais de tous ses éminents cerveaux. Vous vous rappellerez par exemple que la chute du FCC, c'est au fait
Et si vous vous rappelez du député Moindo. Moindo Nzangi. Exactement. Moindo Nzangi est de l'UNC. Et donc, la chute du FCC, c'est une cuisine qui a été portée, entre autres par Cash, grâce à l'UNC. Vous vous sentez plus proche de l'Union Sacrée ou carrément isolé? Pas du tout. L'UNC est dans l'Union Sacrée, l'UNC est dans Cash, et Cash est dans le leadership de l'Union Sacrée. Je crois que c'est suffisant. Avant d'aborder, comme je le dis, un mot à la population de l'Est, la situation de Béni doit inquiéter tout Congolais, toute personne qui a le sang de la République démocratique du Congo dans ses veines doit se sentir révolté. Parce que à cette heure, on aurait oublié cette situation et parlé de la paix, d'autres choses, mais la situation persiste. C'est-à-dire que Makileba Congolais, ils ont continué qu'au Tanga, on nous tue comme de chiens. Tout Congolais, il faut se sentir concerné. En tout cas, sans se sentir à part, regarde bien de tes origines. Ça pourrait être ton frère, ça pourrait être ta mère, ça pourrait être ton enfant. Donc, Akila Nabiso des Osopana. Un mot, docteur Jody. Le mot, c'est d'abord un mot de colère pour ceux qui ne font rien pour soutenir la population qui souffre à l'Est. Mais c'est aussi de sympathie et aussi d'espoir. Je crois que ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, et c'est d'ailleurs une signature, je dirais, en partie de l'échec du bilan politique de l'actuel chef de l'État. C'est pour ça que le gouvernement qui entre doit inscrire l'Est comme la première priorité. Je crois que s'il y a un cadeau que le président Félix et le gouvernement Sama Lukonde devront nous donner à la fin de leur mandat, c'est la paix à l'Est et les élections en 2023. Ça, ce sont les deux grands cadeaux que nous attendons d'eux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En politique, généralement, il y a ce qu'on appelle les bruits. Les bruits, c'est tout ce que vous savez. Hein? Le Parlement debout de tel parti fait du bruit ici. Les députés font du bruit là-bas parce qu'ils ne sont pas contents du gouvernement. Le bruit a toujours accompagné la vie des hommes. Mais ceux qui sont responsables doivent, dans ces nuages de bruit-là, avoir des objectifs clairs. Et je crois que s'il y a deux objectifs clairs pour ce gouvernement, c'est d'un côté la paix à l'Est, c'est de l'autre côté, donc, le changement de la culture administrative qui doit avoir un impact politique, qui doit avoir un impact économique. Je vous donne un petit exemple parce qu'on va changer de sujet. Vous savez, sur le plan économique, actuellement, au moment où nous parlons, la RDC n'a que 231 000 personnes qui contribuent à la fiscalité, donc sur l'impôt sur les revenus dans notre République. Mais madame, est-ce que vous savez par exemple que la RDC a une population active potentielle, comme toujours nous sommes dans les potentialités de 17 millions de personnes? Est-ce que vous savez que la RDC a 3 500 000 personnes qui vivent avec un peu plus de 5 $ par jour, donc une population qui est au-dessus du seuil de la pauvreté? Est-ce que vous savez que nous avons en RDC 1 200 000 artisans dans les secteurs miniers? Ces chiffres de millions, 1 200 000 artisans, 3 500 000 dans la classe moyenne, doivent nous interpeller et doivent amener cette transformation de la culture administrative pour les incorporer dans cette assiette fiscale et quitter ce budget de honte de 3,6 milliards. En réalité, c'est 3,6 milliards de dollars que nous avons. Nous sommes... pour le Grand Congo. Pour le Grand Congo. Merci au Madagascar. Lorsqu'on parle des pays pauvres, nous sommes l'avant-dernier, juste au-dessus du Madagascar. Parce qu'au Congo, 90% de la population, évidemment, vit dans la pauvreté. Et je crois que ça, ce sont des défis à relever. Et une manière de relever, c'est la transformation de la culture administrative. Et cette transformation passe aussi par la digitalisation donc, de l'économie. Ça passe par la formalisation de l'économie, parce que l'informel, c'est tout ce qu'il y a au Congo. République démocratique du Congo, les Grands Congo, l'avant-dernier pays le plus pauvre. La RDC, c'est un pays sous-développé.
C'est-à-dire, tous en voie de développement, tous en assez à développement, et c'est ngeli to yebaka yango, na conscience na biso et rappellera biso tous ça sous-développé. Et ça, le rôle la classe, par exemple, que non, toi tu es sous-intelligent, toi qui es nango bongo. Donc, aux même pas la moyenne. Donc, si on met ça dans nos têtes, tous en a droit, il y a erreur T. On poursuit. Docteur, aujourd'hui, vous êtes médecin, avant de parler de l'association que vous dirigez par vocation ou par accident. Vous savez, moi, je suis médecin parce que j'aimais toujours dans ma vie fixer tout ce qui ne marchait pas. Okay. Et à un certain moment dans ma vie, je me suis retrouvé en train d'observer beaucoup de personnes qui étaient malades. C'était la malaria à l'époque. Moi-même, mes frères, mes parents, mes cousins, tous ceux qui étaient dans l'environnement où j'ai grandi, c'était la malaria. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette malaria qui, de temps en temps, nous amène à l'hôpital, on doit nous injecter? Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé. Je me suis dit, mais je dois fixer cette malaria. Mais pour fixer la malaria, il fallait donc choisir une carrière. Je me suis dit, mais je vais devenir médecin. Donc, je suis devenu médecin parce que, d'abord, ma première intention, c'est de toujours tenter de fixer les choses. Et je regarde autour, qu'est-ce que je peux faire pour fixer. Voilà. Ok. Fixer les choses, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'association de docteurs ou de médecins congolais. C'est vrai, toza en Afrique du Sud, mais ndenge toyebi, Afrique du Sud, ils ont un bon nombre. Hein. Il y a médecins congolais ou exerçaka awa. Parlez-nous un peu de l'association. Oui, donc l'association des médecins congolais en Afrique du Sud, en anglais on l'appelle Congolese Doctor in South Africa, en abrégé CODOSA. CODOSA, oui. Et CODOSA, c'est donc cette association qui est à la fois une association professionnelle d'un côté, mais aussi une association de solidarité de l'autre côté. Deux objectifs simples. En tant qu'association professionnelle, CODOSA aide les médecins congolais qui se retrouvent en Afrique du Sud à s'intégrer dans les systèmes de santé, mais aussi à avoir un développement professionnel disons, organisé. Donc nous nous mettons ensemble pour échanger les connaissances, pour échanger notre croissance professionnelle. D'où est parti les soucis? Et c'est parti d'un souci que l'association a été créée? Oui, l'association donc a été créée il y a maintenant 4 ans. C'était parti du constat que les médecins évoluaient généralement en solo. C'était parti du constat qu'on pouvait faire mieux en se mettant ensemble. C'est ainsi que l'association a commencé donc à mettre les textes, à mettre les structures. Et aujourd'hui, nous avons une association qui est à sa première alternance il y a une année. Non pas une année, il y a maintenant, je dirais 5 mois. Parce que je suis le 2e président élu de l'association. Élu, oui, je suis élu. Je succède à mon confrère, le docteur Thierry Ngoï, qui est l'un des fondateurs de l'association et premier président de l'association. Il a fait son mandat, il a fait des grandes réalisations, il est parti. J'ai repris les rênes de l'association et donc je suis à la tête de cette association depuis novembre de l'année passée. Et donc cette association a comme deuxième objectif la solidarité. Une solidarité d'abord interne, une solidarité aussi externe. Interne, ça veut dire nous nous organisons pour... Vous savez, il y a toujours des événements sociaux, même quand vous êtes médecin ou votre famille, il y a le décès, il y a la maladie. Oui. Nous nous mettons ensemble pour nous entraider socialement. Mais externe, c'est aussi par rapport d'abord aux communautés locales ici en Afrique du Sud et à la grande communauté nationale au pays. Nous sommes toujours là en train de réfléchir et même d'agir à transférer par exemple le peu qu'on a des savoir-faire au niveau médical pour que ça bénéficie à ces deux communautés que je viens de citer. Vous avez parlé de l'organisation interne et externe. Ça consiste exactement en quoi? Parce qu'il y a des médecins qui se retrouvent présentement, par exemple, en République démocratique du Congo ou ailleurs, qui cherchent ou qui veulent venir exercer en Afrique du Sud. Quel est votre apport dans ça? Donc, comme je disais, le premier objectif de CODOSA, de l'Association des médecins congolais en Afrique du Sud, c'est d'abord de faciliter l'assistance professionnelle à ses membres. Et cette assistance professionnelle, c'est effectivement aider les médecins
qui sont en Afrique du Sud ou même qui ont l'intention de venir en Afrique du Sud, d'avoir la bonne information sur comment venir ici. Et c'est simple, vous nous contactez à travers notre website www.codosa.org. Il y a un petit fichier où vous pouvez laisser votre message, email. Nous pouvons vous rappeler pour vous donner des informations dont vous avez besoin. Par exemple, pour venir en Afrique du Sud, il y a certainement des questions. Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire avant de quitter le Congo? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avant de quitter le Congo. À quoi s'attendre lorsqu'on arrive en Afrique du Sud et ainsi de suite. Et donc, nous avons pensé, il y a 4 ans, que nous pouvions, au lieu de laisser les médecins venir comme on venait, et ici, il y a des médecins qui sont ici depuis plus de 15 ans, 18 ans, nous pensons qu'on pouvait faciliter justement ce partage des informations avec nos confrères médecins. Donc ça, c'est sur le plan professionnel, mais on ne s'arrête pas seulement à ceux qui sont en train de venir. Lorsque vous êtes ici, nous accompagnons les médecins qui sont sur place à préparer les examens pour évidemment être acceptés comme médecins dans le conseil de médecins ici en Afrique du Sud. Ensuite, nous partageons l'information sur les opportunités d'emploi, lesquelles opportunités d'emploi aident nos membres à trouver donc du travail ici en Afrique du Sud. Donc voilà. Et on va même plus loin. Nous encourageons nos membres avec le partage des informations à se développer professionnellement. Nous avons maintenant beaucoup de spécialistes. Nous avons même des membres de notre association qui sont en train de faire des thèses ici en Afrique du Sud. Ça, c'est sur le plan professionnel. Ok. Et l'association de médecins, vous êtes la seule association. Vous avez quel effectif? L'association des médecins congolais en Afrique du Sud a actuellement 409 membres. L'Afrique du Sud, si nous pouvons estimer, on n'a pas les vraies statistiques, nous pensons qu'il doit y avoir entre 1000 et 2000 médecins en Afrique du Sud. Il existe aussi ce qu'on appelle l'AFMED, l'association des anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, qui est une association qui est aussi locale ici. Mais je crois que localement, ils ont moins d'effectifs que nous, mais c'est une association avec laquelle nous travaillons. Il y a aussi l'association de la médecine d'urgence du Congo, qui a une branche diaspora. Et nous travaillons également avec cette association. Je suis moi-même d'ailleurs membre sympathisant de ces deux autres associations. Dans le cadre de votre association, dans vos échanges, vous n'envisagez pas faire quelque chose pour la RDC dans le secteur de la santé publique? Disons, nous savons tous la situation de ces secteurs dans le pays, mais avec les Covid ou la Covid, nous avons découvert vraiment nos limites. Vous ne pensez pas entreprendre quelque chose dans ce sens-là où il faut que le gouvernement congolais s'intéresse à vous, où vous pouvez faire le pas? Vous savez, CODOSA, donc l'association des médecins congolais en Afrique du Sud, a dans son deuxième objectif ce que nous appelons la solidarité, la solidarité externe. Il y a une solidarité qui est tournée vers les membres, mais il y a maintenant une solidarité qui est tournée vers ce qu'on appelle les communautés que nous servons. Il y a la communauté sud-africaine d'abord, et puis il y a la communauté nationale au Congo. Dans le cadre de la solidarité externe, dédié à la communauté nationale au Congo, nous avons justement un programme que nous sommes en train de réaliser pour aider ou assister cette communauté par rapport à ce que nous possédons comme professionnels. Vous savez, un médecin n'a généralement pas beaucoup d'argent pour aller construire un hôpital ou tout ça. Nous avons un certain nombre de ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir médical. Et ce que nous faisons, nous avons des programmes de transfert du savoir. Vous savez que la médecine en Afrique du Sud a un certain niveau, un certain standard. Et nous exerçons justement cette médecine ici. Et nous avons donc un programme qui a pour objectif de transférer le savoir médical vers le Congo. Et ce programme-là est d'exécution. Nous faisons donc le transfert théorique des savoirs. Mais il y a aussi des séminaires pratiques qui sont organisés au Congo pour transférer les techniques médicales à nos confrères qui sont au pays. Voilà. Avant de parler de l'évolution de la pandémie
en Afrique du Sud. Nous savons aussi que l'Afrique du Sud est parmi les pays les plus touchés dans le monde par la Covid. Vous avez une suggestion à donner, par exemple, pour le secteur de la santé? Vous savez, le Congo, la suggestion pour le secteur de la santé est simple. Ça rentre un peu à ce qu'on a dit au début. Il faut changer la culture administrative. Il faut travailler avec des performances. Il faut valoriser les personnes qui exercent dans la santé. Madame, je vais vous donner un exemple simple. Est-ce que vous savez par exemple que les médecins au Congo n'ont pas de salaire? Les médecins, mes confrères qui sont au Congo n'ont pas de salaire. Les médecins au Congo ont des primes. Ça, c'est une fois de plus l'informel. Le Premier ministre, le ministre de la Santé, Dr Mbungani, doivent prendre cette décision de transformer la prime qu'ils donnent aux médecins, à mes confrères au Congo, transformer cette prime en salaire. Cette prime qui est aussi casse-tête, disons. Parce que pour obtenir déjà cette prime, ça pose problème. J'ai vu récemment les images de quelques médecins qui marchaient, qui revendiquaient leur dû. Exactement. Donc ça, ce n'est pas la première fois. Et chaque année, quand il faut donner des numéros matricules aux nouveaux médecins, moi-même, j'ai passé, quand j'ai fini ma médecine, j'ai passé près de 4 ans en train de travailler au Congo sans être payé. Je n'ai jamais eu de numéros matricules au Congo pendant 4 ans. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui va se passer ici? On a commencé à chercher ce qu'on ferait de mieux. Donc nous nous sommes battus et nous avons quitté le pays. Donc je crois que nous sommes en train de répéter les mêmes choses pendant plusieurs années. C'est un peu cette histoire de la MONUSCO, c'est cette histoire des médecins qui ne reçoivent même pas de primes parce qu'ils n'ont même pas de salaire. Il faut changer les choses, il faut prendre des décisions brutales, mais des décisions justes. Les médecins doivent avoir un salaire. Il faut arrêter avec cette prime. Il faut donner des salaires aux médecins. Ça, c'est une décision aussi simple qu'ils peuvent. Parce que c'est en valorisant la personne qui est au centre de l'action sanitaire que l'on va avoir un impact ou plusieurs impacts sanitaires au Congo. Vous savez, nous avons des compétences. Pour vous donner une petite illustration, en Afrique du Sud où nous sommes, moi-même qui vous parle, je suis responsable d'un département des urgences qui regarde près de 1 million de Sud-Africains. Donc j'ai 1 million de Sud-Africains qui dépendent de moi pour leurs soins d'urgence dans l'hôpital public à côté. Et cette même population, avec la compétence que nous avons démontrée dans ce département, on nous a donné la responsabilité de la réponse contre le corona ici en Afrique du Sud. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, j'ai soigné plus de malades dans ce district que les nombres de cas positifs qu'on a eu dans tout l'ensemble de la RDC. La RDC a eu moins de 1000 cas, moi j'en ai soigné plus de 3800, presque 4000 maintenant. Donc c'est pour dire que si vous valorisez d'abord les personnes qui sont au centre de l'action médicale, les restes des conséquences suivront. Donner un salaire aux médecins, arrêter avec la prime, transformer cette prime en salaire. Quelle est votre expérience étant que médecin étranger exerçant en Afrique du Sud, qui a de responsabilités dans des secteurs ça et là? Ça vous fait quoi d'être étranger et d'exercer en Afrique du Sud? Quelle est votre expérience là-dessus? Mon expérience, d'abord, quand on arrive en Afrique du Sud, vous savez, lorsque l'on quitte une équipe pour une autre équipe, nous prenons le maillot de cette équipe et nous nous comportons donc en joueurs de cette équipe. Évidemment, en venant en Afrique du Sud, nous avons pris le maillot pas seulement sud-africain, mais africain. Donc je me considère maintenant comme un médecin africain qui travaille dans les standards de la médecine internationale. Ce qu'on appelle les médecins gradués du niveau international. Parce que c'est ça l'équivalence du médecin qui termine, par exemple, au Congo, qui passe les examens ici. Vous avez ce niveau-là. Mon expérience en Afrique du Sud, évidemment, il y a des côtés que je dirais qui sont très bons. Comme je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, nous avons un salaire régulier en Afrique du Sud. Pendant tous les temps que je travaillais au Congo, je n'avais pas eu un seul salaire, un seul mois de salaire de notre gouvernement. J'ai un salaire depuis que je suis en Afrique du Sud, depuis que je travaille. Évidemment, il y a des côtés aussi pas faciles. C'est un pays qui a un grand
taux ou un grand sentiment de nationalisme, le même sentiment que les Congolais éprouvent lorsqu'ils sont en face des étrangers qui sont dans le pays. C'est le même sentiment que les Sud-Africains ont quand ils nous voient. Évidemment, ils ont besoin de nous parce que nous sommes leurs médecins. Et donc, nous vivons un peu avec ce sentiment-là anti-étranger, ici et là. Et il y a même, je dirais, une certaine discrimination institutionnalisée des étrangers ici, parce que la plupart des étrangers ont des sérieux problèmes dans leurs papiers d'immigration. Et c'est d'ailleurs ici, pour moi, l'occasion de faire appel, comme on avait écrit au ministre Nzuzi des Affaires étrangères, le mémorandum sur leur assistance
des Affaires étrangères le mémorandum sur leur assistance à la régularisation de l'immigration des Congolais de l'étranger, particulièrement en Afrique du Sud. Parce que seul le gouvernement congolais peut venir nous assister à régulariser ou à atténuer ce sentiment anti-étranger et institutionnalisé que nous avons ici. Et vous savez, lorsque la communauté s'établit de manière moins discriminée, nous pourrons alors davantage assister la communauté restée au pays. Pour chuter, Covid-19, votre expérience, l'Afrique du Sud, l'un des pays les plus touchés en Afrique et au monde, vous étiez là, au four et au moulin. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? La Covid-19 est une réalité. La Covid-19 a bouleversé le monde. Ce n'est pas une invention de quelqu'un dans un laboratoire quelque part, c'est une réalité. La Covid-19 n'est pas une maladie qui est dédiée à tuer les Noirs. Nous avons vu que ceux qui sont plus décédés sont dans des pays nordiques à cause du profil de la maladie. C'est une maladie qui s'attaque aux personnes âgées, aux personnes qui ont d'autres maladies préexistantes, hein, ceux qui sont hypertendus, diabétiques. La Covid-19 est donc une réalité et je crois que nous devons continuer à observer les gestes barrières, à faire tout ce qui est du domaine de la santé publique pour limiter les dégâts de la Covid-19. Nous devons même aller jusqu'à donner des vaccins à ceux qui en ont besoin, ceux qu'on appelle les personnes à risque. Donc le vaccin ne constitue pas un danger parce qu'il y a tout s'est dit hein, autour du vaccin de la Covid. Pas du tout. Le vaccin, comme tout autre médicament, a ce qu'on appelle des effets secondaires. Il n'y a pas un seul médicament qui n'ait pas des effets secondaires. Et les vaccins sont justement développés de manière assez rigoureuse. Les vaccins sont contrôlés par les États avant d'avoir donc une licence pour être donnée aux populations. Donc les vaccins, il y a tous ceux qui parlent des vaccins et je sais pourquoi les gens parlent du mal des vaccins. Parce que, peut-être pour rappel, moi je suis de la santé, je peux vous le rappeler. Est-ce que vous savez par exemple que le vaccin de la poliomyélite qu'on utilise actuellement a été testé sur des enfants congolais dans les années 1957 sur autorisation de la Belgique qui était là notre autorité. Et ce vaccin n'était pas un vaccin qui était à l'époque bien testé, c'était un vaccin expérimental. Ça causait beaucoup de dégâts. Donc dans la mémoire de nos communautés, ils savent que quand un vaccin vient de l'étranger, eh bien, on doit d'abord s'en méfier. Il y a eu agitation en RDC à cause de la nouvelle de la venue du vaccin. Effectivement. Mais maintenant, moi, j'irai plus loin. Ce n'est pas tout le pays, la RDC, qui a besoin du vaccin. Le vaccin doit être donné à des personnes à risque. C'est-à-dire? Les personnes à risque sont des personnes âgées, 60 ans et plus. Les personnes à risque sont des personnes qui ont des maladies préexistantes. Les personnes à risque sont ceux qui s'occupent des malades infectés par le coronavirus. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont plus besoin des vaccins. On n'a pas à donner le vaccin à corona aux enfants parce qu'on a vu que le corona ne donne pas une maladie sévère dans l'enfance. Donc, les enfants, il ne faut pas du tout les vacciner. Jusqu'à l'âge de 30 ans, généralement, le corona n'a aucun effet néfaste sur cette population. Il ne faut pas vacciner ces gens. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a quand même une évolution positive. Oui, l'Afrique du Sud observe les gestes barrières et les autres gestes de prévention. L'Afrique du Sud a sa propre dynamique en termes de coronavirus. L'Afrique du Sud est un pays de mobilité et donc le virus peut facilement, dans l'Afrique du Sud, traverser le pays en un jour. Et quand vous avez une variante virulente, comme la dernière variante qu'on a vue, l'Afrique du Sud a connu donc sa deuxième vague. Et si par malheur on a une autre mutation qui est virulente, effectivement peut-être une troisième vague viendra si le vaccin n'arrive pas à couvrir l'immunité communautaire. Docteur Jody Mbouilou,
Nous avons évoqué plusieurs questions autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo, le bilan du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement Sama Lukonde. Nous avons évoqué également la question de l'insécurité, des tueries, de massacres à l'est de la République démocratique du Congo et bien d'autres questions. Covid-19 également. S'il faut dire un dernier mot par rapport à cette émission. Je commence d'abord par vous remercier, toute l'équipe qui vous a accompagné pour avoir fait ce déplacement dans mon bureau. Mon dernier mot par rapport à ceux qui nous suivent, c'est que le Congo, notre pays, est un pays à potentiel. Mais nous devons justement quitter ce niveau-là des potentiels vers un Congo des réalités. Congo Eloko Makassi doit effectivement devenir fort pour arrêter la guerre à l'Est. Congo Eloko Makassi doit passer justement de 230 000 contribuants à l'impôt à 3 500 000 qui sont capables de contribuer à l'impôt. Mais Congo, pour faire ces transferts-là ou cette transformation-là, doit passer des slogans au travail, à la réalité. Le président de la République ne peut pas être en train de construire les routes. Il donne une vision, il donne des mots d'ordre. Ceux qui sont en dessous, sur le plan de la hiérarchie, de l'administration, doivent faire leur devoir à domicile. Ils doivent s'asseoir, ils doivent reprendre les paroles du chef de l'État, revoir les vidéos, comprendre ce qu'il voulait dire et regarder par rapport à votre responsabilité, qu'est-ce que vous devez effectivement faire. Et c'est ce que l'on n'a pas vu jusque-là. Donc on a vu un président qui donne des mots d'ordre sur les 100 jours, sur se délocaliser à l'Est. On n'a pas vu un seul de son administration aller à l'Est. Nous devons donc passer à cette étape où on n'exécute justement la vision du chef de l'État parce que nous avons au Congo des cycles de 5 ans. Chaque 5 ans, nous avons quelqu'un qui va être au devant de la nation pour nous montrer le chemin et nous devons l'aider à accomplir ce Congo nouveau. C'est ce que je dirais donc pour terminer cette émission. Une fois de plus, merci. Merci à vous également. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que chacun de nous a tiré sa part pour agir dans le bon sens afin que nous puissions relever les défis, afin que tout le monde a honte. Oui, l'atabiso étant que Congolais, c'est ci, Congolais, c'est là, un grand pays qui est aujourd'hui objet à moquerie, malgré richesse autozalango, richesse nabiso ezoloba et l'autre côté aussi longtemps pour transformer un côté évandalikolo ya mesa na sani batubalia comme il se doit, courant est à la stable, mai ebimala ba robinet. Comment pouvez-vous imaginer la République démocratique du Congo biso batozo détenir l'un des fleuves le plus puissant au monde, à robinet comme un décor dans des parcelles? C'est anormal. Il faut retrouver des faits où ils ont tout autour de biso anormal. Pour te comprendre, anormaux, pardon, pour te comprendre qu'il y a un ça ne va pas, afin qu'il y ait de l'amélioration. Bakonziamboka, kotonganzela, c'est de leur devoir. Qu'on s'assurer est et zalana kimia, c'est de leur devoir. Biso et sengeli totia makelele et sengeli totia pression pour que l'exécution de Babiloko Oyo est comme réel tout le monde na misu. Toi abandonner une culture ya Djalelo, c'est-à-dire ça nous amène nulle part. Par contre, tout c'est fabriqué dictateur, tout c'est fabriqué père de famille africaine, c'est-à-dire quand les papas parlent, tout le monde se tait. Or, le chef est le serviteur de tous. Il est là pour nous servir, c'est-à-dire il est payé par le trésor public. Donc c'est de son devoir d'agir de manière à ce que les choses aillent de l'avant en République démocratique du Congo. Merci Nabino Nyonso Bolandi Bisso. S'il y a de suggestions, il y a de questions, il y a autre chose à demander, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur
nos numéros. Restez fidèles sur votre chaîne Télé Tchango. On se retrouve très prochainement. Voilà, merci à Papa Bovic Oba et à Miraldi. Merci en tout cas à vous qui étiez branchés, connectés sur notre canal. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Écoute cette incroyable histoire au sujet des politiques ailleurs. On les trouve à foison dans ce monde, mais surtout chez moi en Afrique. La guerre sur nos religions qu'ils pratiquent, pas de coup de feu. L'odieux tout-puissant, c'est seulement le pouvoir. On peut tout pourvu qu'on l'obtienne. Pour cela ils ont des pactes diaboliques avec leur seigneur de Babylone, qui leur donne des armes meurtrières pour s'aimer la désolation chez moi au Congo. Pour la course au pouvoir, tous les moyens sont utilisés. On peut tuer, on peut assassiner, on peut corrompre, on peut diaboliser. On recrute même des enfants dans l'armée pour asseoir des pouvoirs sanguinaires, sataniques, sadiques. Regardez le Congo dans le sang, partout des pleurs, des grincements des dents. On assassine des millions d'innocents et nos mamans sont violées à l'appel. Rien n'est plus résistant à la folie de tous ces méchants sadiques. Ma voix douce au people, faut se méfier des politiques ailleurs. Congolais, Congolaises, faut se méfier des politiques ailleurs. Oh yeah.